Télémingom. Encore un nouveau cas grave, ce qui porte à 7 le nombre de cas graves dans les structures sanitaires. Ces dernières 24 heures, notre pays, le Sénégal donc, a enregistré 59 nouveaux cas positifs sur les 872 tests réalisés. Il s'agit de 52 contacts, 7 cas communautaires, 49 patients ont été déclarés guéris. Là-dessus, nous écoutons le docteur Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye, directrice générale de la santé. Ce vendredi 8 mai 2020, sur 872 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 52 contacts suivis par nos services, 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6-1, Yoff 1, Guédiawaye 1, Sangalkam 1 et Touba 3. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1551 cas ont été déclarés positifs, dont 611 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 926 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière qui a commencé concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le docteur Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye, directrice générale de la santé, puis Guédiawaye, qui a enregistré un autre cas communautaire, le 10e dans le département. Tous sont des commerçants, à l'exception d'une personne âgée, fait constater le médecin-chef du district, le docteur Omar Guindo Diop. Guédiawaye, donc à ce jour, on est à 40 cas, dont 10 issus de la transmission communautaire. Donc un cas importé depuis le début et le reste donc c'est des cas contacts suivis dans nos services. Il y a combien de guéris? Actuellement il y a 13 guéris, donc 27 qui sont en cours de traitement. Si vous regardez récemment les derniers cas communautaires qu'on a eu, en fait par rapport à leur secteur d'activité et leur profession, il s'agit surtout de commerçants ou bien d'une dame d'âge assez mûr donc qui est chez elle. Donc ce qui veut dire que si on fait une analyse assez fine, on voit que c'est surtout lié au déplacement, mais surtout lié également au secteur d'activité. Donc l'appel qu'on peut lancer à Guédiawaye, c'est de renforcer la participation communautaire, mais également que les mesures barrières puissent être respectées, mais aussi de limiter le maximum les déplacements. Et pour cela, je pense que depuis un mois, plus même on est dans le cadre de processus de cet engagement de participation communautaire, avec toutes les sociétés, toutes les organisations et les collectivités donc, qui sont engagées, qui ont mis en place des comités de veille pour suivre également assister et également renforcer les alertes et la surveillance. Mais aussi, on a eu l'appui donc de l'Université Cheikh Anta Diop, donc les socio-anthropologues, de Médecins sans frontières, donc de l'ONG. En bref, beaucoup de types d'associations actuellement œuvrent donc dans le cadre de l'engagement, de la participation communautaire et de la communication sur les risques, afin d'aider donc le département de Guédiawaye à mieux s'asseoir et à mieux donc lutter contre donc cette pandémie. Le docteur Omar Guindo Diop, médecin-chef du district de Guédiawaye, interrogé par Salif Sow. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, la directrice générale de la santé qui déclare que la prise en charge extra-hospitalière est donc effective. Eh bien, la région médicale de Kaolack a déjà identifié un site en rapport avec le comité régional de gestion des épidémies. Là-dessus, nous écoutons le docteur Bassirou Ndir, le chef du bureau régional de la surveillance épidémiologique à la région médicale de Kaolack. Il s'est confié à Ibrahima Diamé. Nous avons commencé à penser à la prise en charge en dehors de l'hôpital, parce que quand même nos capacités sont limitées. Et nous avons à ce titre-là identifié déjà un site vers la sortie de Kaolack qui pourra éventuellement prendre en charge ces cas-là. C'est un site qui a une vocation un peu hospitalière, mais qui n'est pas carrément hospitalière quand même. C'est donc le centre de réinsertion sociale que nous avons identifié pour la prise en charge extra-hospitalière. C'est pour y transférer les cas ou c'est pour éventuellement de nouveaux cas? Éventuellement des nouveaux cas. Lorsque le centre de traitement épidémiologique sera plein, disons, nous allons prendre carrément les cas en charge là-bas, comme on les prenait à l'hôpital. Le site est déjà fonctionnel ou bien c'est déjà aménagé? Effectivement, justement, nous allons nous y rendre demain
pour une visite de prospection, pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc., etc. Et puis donc les cas communautaires qui inquiètent un peu partout, c'est parce qu'ils sont problématiques. Les populations de la commune de Diofior ont décidé donc d'accentuer la lutte pour se mettre à l'abri. Le comité communal de riposte a été redynamisé, un dispositif de prévention et de sensibilisation mis en place. Aminata Goudiaby. À l'entrée comme à la sortie de la commune de Diofior, un dispositif de prévention du coronavirus est mis en place. Le comité communal de riposte composé par des étudiants, des éléments de la Croix-Rouge et des éclaireurs se positionne tous les jours sur tous les axes stratégiques de la commune. Leur principal objectif est de sensibiliser les populations et surtout les voyageurs qui passent par Diofior. Ousmane Labo, jeune de la commune. Tous les passagers sont obligés de passer, que ce soit les charrettes, les motos Jakarta, les automobilistes sont obligés de s'arrêter. On va prendre leur nom, prénom, lieu de destination, lieu de départ et on prend la température et on va essayer de voir si c'est une température qui est normale. Si tel n'est pas le cas, on va essayer d'appeler le médecin-chef. Avec les cas communautaires qui prennent de l'ampleur, les autorités municipales ont décidé de se joindre à ces jeunes pour mieux barrer la route au virus. Youssou Diom est le maire de Diofior. C'est des gens qui sont venus de manière spontanée pour vraiment, c'est un comité citoyen qui sont sur le terrain, qui travaillent jour et nuit, ils sont partout dans la commune pour vraiment sensibiliser les populations avec les Badiangor et les relais. La mobilisation autour de la lutte contre le Covid-19 s'est agrandie ces derniers jours dans cette commune du département de Fatick. Presque tout le monde participe aux activités de sensibilisation et selon le maire, dans tous les ménages de la commune, un dispositif de lavage de mains a été mis en place. Le 22 mars, on a mis en place ce système de lavage, donc avec des bidons. Et toutes les maisons de Diofior, on a mis des bidons là-bas. Et les membres du comité, ils ont fait porte à porte chaque maison pour sensibiliser, expliquer les dispositifs de lavage. Le district sanitaire de Diofior accompagne le comité communal dans ses activités de sensibilisation et de prévention. Les tailleurs de la localité contribuent également à la lutte à travers une production de masques qu'ils distribuent de façon gratuite. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, 12h09 à Fatick. Une courte pause et la suite. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. RFM. Barthélémy Ngom. La fermeture des marchés à cause du coronavirus, une pilule difficile à avaler par les commerçants qui réclament la reprise de leurs activités. C'est parce qu'ils se disent être au bord du gouffre. La dernière sortie a été celle des commerçants du marché Dior des Parcelles Assainies de Dakar. Vous les avez peut-être entendus sur cette antenne. Ils ont accusé directement Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies, de n'avoir pas fait grand-chose pour eux dans ce contexte de crise. L'accusé répond. Moi, je suis le seul maire à ne pas avoir fermé depuis un mois mes marchés pendant une semaine. Castor a été fermé presque pendant 10 jours. HLM, Gueule Tapée, Tilène, Keur Massar, Thiaroye, Rufisque, partout, on a fermé des marchés pendant une semaine. Ici, on ferme qu'un seul jour. Le dimanche, on nettoie, on désinfecte. Nous avons envoyé 60 jeunes dans les marchés, les sensibiliser, on a distribué des masques, on a distribué des gels. On a toujours rencontré les délégués de marché. Leur délégué s'appelle Modou John. Je l'ai rencontré avec le président Yann Mafal à tout moment. Donc, s'il n'a pas rendu compte, ce n'est pas de ma faute. Monsieur le maire, certains commerçants, certains marchands vous accusent de ne vous intéresser qu'à ce que vous tirez du marché. Vous n'avez pas été à leur côté pour les aider à faire face à la crise. Le paiement des taxes, ils le font souvent, avec des arriérés. Nous, tout ça, on l'accepte parce qu'on sait que c'est difficile, la période est difficile, c'est un problème, c'est une période de résilience, mais ce qu'on ne peut pas accepter que les gens fassent du chantage. Donc, ils vont respecter les 3 jours là. S'ils ne le font pas, c'est la police qui sera là, on va procéder à des arrestations, on va fermer. Et s'ils ne font pas attention, on va fermer le marché pour une période plus longue. Donc, et ça sera à leur détriment. Donc, la menace brandie donc par Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies qui répondait aux commerçants du marché Dior. Luna Kwayessal qui dit être en phase avec les commerçants qui réclament la reprise de leurs activités. L'organisation commerçante demande aux autorités d'alléger les mesures pour limiter la souffrance des acteurs du secteur. Aladjan, le secrétaire général de Luna Kwayessal, propose aux autorités d'imposer le respect des mesures barrières dans les marchés au lieu de les fermer. C'est devenu intenable. Ceux qui vendent les produits alimentaires doivent vendre continuellement. C'est difficile avec ce mois de Ramadan. En plus, la première décision, c'était celle du gouverneur de limiter le temps. Ensuite, on dit maintenant qu'on va vendre alternativement. On va ouvrir les boutiques alternatives. D'abord, ça concerne ceux qui vendent les produits alimentaires. Et ces gens-là sont à l'intérieur des marchés. C'est pas les extensions des marchés. Alors, si on mélange aussi avec de la violence policière, ça devient très difficile. Qu'est-ce que vous avez mis sur la table comme proposition pour solliciter l'ouverture régulière, normale des marchés? Alors, ce que nous proposons, c'est que, on continue, on laisse vendre ceux qui vendent les produits alimentaires à cause du Ramadan. Deuxièmement, qu'on incite les gens à respecter les mesures barrières comme
lavage des mains, ensuite le port de masque qui est obligatoire, mais aussi le respect de la distanciation au niveau des masques. Ça peut s'organiser comme ça s'organise ailleurs. Et enfin, que l'État fasse rapidement exécution du soutien promis à l'endroit des commerçants, comme ils l'ont fait à l'endroit des hôteliers, des restaurateurs, mais aussi de la presse et du transport, qu'ils fassent de même à l'endroit des commerçants. Et ça a été promis. Et hier, on était en visioconférence avec M. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Et personnellement, au nom de l'UNACOISL, je lui ai rappelé tout ça. Alain, le secrétaire général de l'UNACOISL, conséquence du Covid-19, les agriculteurs sont en train de subir les contre-coups de la crise sanitaire. Les hôtels et les marchés sont fermés, les événements religieux reportés. Conséquence, ils ne peuvent plus vendre leurs poulets. Leur inquiétude dans ce reportage signé Sali Matahaou. Je m'appelle Amadou Mokhtar Mbouch, je suis le président de l'IPAS, l'IPAS de l'interprofession avicole du Sénégal. Ils font partie des victimes du coronavirus. Le report des événements religieux, l'arrêt des cérémonies telles que baptême, mariage, entre autres, les aviculteurs peinent depuis lors à écouler leurs produits. La pandémie du Covid-19 est arrivée au moment où il y avait de grandes mises en place pour les événements religieux, comme le Kassou Rajab, l'appel des Layènes, mais aussi le Dakar de Medina. Et avec les restrictions sur la mobilité, la fermeture d'hôtels, de restaurants et de certains marchés et d'autres lieux de commercialisation, de consommation de masse aussi, il faut le dire. Donc ces restrictions-là ont causé des difficultés dans l'écoulement des produits avicoles qui ont fortement impacté la filière avicole sénégalaise. Une vente à perte, des poussins qui meurent, autant de difficultés auxquelles ils sont confrontés, ajoute Amadou Mokhtar Mbouch. Et à un moment donné même, ils étaient obligés de vendre à perte. C'est pareil aussi donc en ce qui concerne les accouveurs, qui étaient obligés d'étouffer les poussins, faute donc d'acquéreurs, ce qui fait que donc il y a au moins 1 million de poussins qui ont été étouffés. Des poussins aussi donc qui sont morts en cours de route parce qu'à un moment donné, on était confronté à un problème donc d'autorisation de circuler. Avec la fête de la Korité, ils n'espèrent pas réaliser de chiffre d'affaires comme les années précédentes. D'habitude, donc le quart de la production donc nationale donc de poulet se faisait donc pendant le Ramadan et la Korité. Et cette année-ci étant une année exceptionnelle donc avec cette pandémie, ce qui est sûr, on n'aura pas beaucoup de commandes. On est là, donc on est très inquiets et les poulets sont au niveau des fermes. Ces aviculteurs ne cachent pas leur inquiétude face à cette situation. Le plus dur, selon eux, reste la fermeture des marchés qui ne facilite pas l'écoulement des produits. Salimata au retrait des enfants talibés de la rue. Les résultats ne se font toujours pas sentir dans certaines zones. Et c'est le cas ici à Dakar où les talibés continuent d'arpenter les rues. Ils sont obligés de manier pour vivre, ont-ils dit à Oumar Mbou qui a sillonné quelques quartiers de Dakar. Des talibés, on en voit toujours dans les rues de la capitale. Moi, je viens de Kolda. Je suis là depuis 2013. En pleine pandémie, ils errent à la recherche de l'aumône. J'ai un masque, ça y est dans ma poche. Certains de ces apprenants ne sont même pas au courant de la mesure qui leur interdisent de sillonner les rues en cette période de crise sanitaire. Tu es au courant du coronavirus? Oui, je suis au courant. Mais toi, tu n'as pas de masque, encore moins de gants. Est-ce que vous êtes au courant que vous n'avez plus le droit d'arpenter les rues? Non, il n'y a rien. D'autres semblent être au parfum de la mesure, à l'image de celui-ci, bol rempli de biscuits, du lait, du sucre et des dattes à la main. Ils nous fuient comme si on était des policiers. Viens. Pourquoi tu cours comme ça? Viens. Au Mamel, aux Almadies, à la cité assemblée jusqu'à Wekam, les rues sont bondées de mendiants. Mais moi, tu l'as parce que corona RFM. L'actualité internationale. À 12h17, bienvenue Youssouf Boyan. Merci Barthélémy. L'actualité internationale nous mène d'abord au Maroc avec cette polémique autour de la distribution de l'aide alimentaire. 330 millions de francs CFA, c'est le montant alloué à nos compatriotes vivant dans le royaume chérifien. Ils demandent plus de célérité dans la distribution de l'aide. Notre correspondant au Maroc, Khadim Baye. 50 000 francs CFA pour chaque Sénégalais basé au Maroc
s'il est retenu par la commission chargée de distribuer l'aide destinée à la diaspora sénégalaise. Une somme dérisoire fustige ce père de famille bloqué entre le Maroc et la Mauritanie depuis près de 2 mois. Donc nous, on n'a pas besoin des 50 000 francs. Si c'est les 50 000 francs, vraiment, on n'a pas besoin. D'autres ont reçu des enveloppes plus conséquentes. Ceux-là sont ceux qui étaient venus au Maroc pour un voyage de courte durée. Même avec 350 €, ils ne sont pas toujours satisfaits et réclament leur rapatriement au pays de la Teranga. Nous avons quand même reçu une aide de la part des autorités sénégalaises, mais c'est une aide temporaire qui prévoit des dépenses d'une semaine à 2. Et là, actuellement, nous revenons encore vers vous pour vous dire, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que vos fils ou vos filles puissent retourner chez eux et reprendre leur activité normalement. Pendant ce temps, celles et ceux qui ont du mal à s'inscrire sur la plateforme de demande d'aide crachent leur venin. Peut-être ils ne connaissent pas l'Internet, peut-être ils ne connaissent pas la plateforme pour s'inscrire. Au total, l'ambassade du Sénégal au Maroc a reçu 330 millions de francs CFA, une enveloppe qui fait beaucoup de bruit dans le royaume chérifiant. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. La Guinée-Bissau, Youssouf Bodian, qui a franchi la barre des 500 cas de Covid-19. Le pays a enregistré en 24 heures 89 nouveaux cas positifs. Un 3e patient est décédé du coronavirus en Guinée-Bissau, nous dit Noah Mankali. Les données ont été révélées par Dionysio Kumba, coordinateur du Centre des opérations sanitaires d'urgence, lors de la conférence de presse sur l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus en Guinée-Bissau. Dionysio Kumba. Aujourd'hui, nous avons comptabilisé 89 nouveaux cas de Covid-19 en Guinée-Bissau. Si on ajoute les 89 cas aux 475 antérieurs, on aura exactement 564 cas. Donc positif ici en Guinée-Bissau. Pourtant, la 3e victime de Covid-19 est un colonel de la garde nationale connu sous le nom de Karania Danfa, qui a rendu l'âme en ce jour dans l'un des hôtels de confinement à Bissau, et un autre agent de la police de l'ordre public dont la mort n'a pas été confirmée si c'est par Covid-19. Le lieutenant Kennedy serait aussi décédé ce jour sous la tente de dépistage de l'hôpital national Simon Mendes. Nouamen Kelly Bissau. RFM. Mankali qui nous informe que parmi les 25 patients guéris, il y a le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam qui a quitté hier l'hôtel où il était confiné. Il était atteint du Covid-19, Youssouf Bodian. Les mesures de restriction levées en Côte d'Ivoire. Fin du couvre-feu, réouverture des écoles et des restaurants, entre autres. Toutefois, Abidjan, épicentre de la pandémie, n'a pas pour le moment été associé à cet allègement. Le président Alassane Ouattara, qui s'est adressé à la nation ivoirienne hier soir à la télévision nationale. Je vous propose de le suivre. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie
continue de s'améliorer. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, à ce jour, le pays compte 20 morts et 1571 cas confirmés de Covid-19. 98% de ces cas sont enregistrés à Abidjan, la capitale ivoirienne. Merci beaucoup Youssouf Bodian. Nous restons justement avec les informations liées au Covid-19 à travers le monde. Coronews, c'est avec Famadion. Décès par dizaines de milliers, plus de la moitié de l'humanité confinée, une économie planétaire à l'arrêt, la pandémie de Covid-19 n'en finit pas de bouleverser le quotidien de la planète. Ce vendredi 8 mai, le monde occidental célèbre les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le coronavirus oblige, pas de grands défilés ni de cérémonies publiques cette année, comme c'est le cas pour tous les grands événements internationaux depuis 2 mois. Dans ce vieux continent, la pandémie a tué plus de 150 000 personnes réparties comme suit. Au Royaume-Uni, 3 615 morts. En Italie, près de 30 000 morts. En Espagne, 26 070. Entre autres, en France, près de 26 000 morts. Pourtant, ce long week-end du 8 mai marque le début du grand déconfinement dans ce continent. Dès aujourd'hui, en Espagne, Barcelone rouvre ses plages le matin pour la pratique sportive. L'Italie se déconfine elle aussi peu à peu. En France, la liberté de circulation va être rétablie, mais assortie de restrictions plus sévères. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a appelé les Britanniques à la patience à 3 jours d'une allocution dans laquelle il doit annoncer un assouplissement très limité de certaines restrictions. Sachez que la reine Elisabeth II va s'adresser ce vendredi soir aux Britanniques pour la 2e fois depuis le début de la pandémie. L'Allemagne a déjà levé la quasi-totalité des restrictions imposées depuis mi-mars. À l'inverse, la Russie, longtemps épargnée mais qui connaît une forte hausse du nombre de cas, reste bouclée. La capitale Moscou a prolongé son confinement jusqu'au 31 mai. Jusque-là, l'Europe était l'épicentre de la maladie. Mais désormais, il se trouve de l'autre côté et s'appelle les États-Unis. Avec plus de 76 000 morts, les États-Unis sont de loin le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas détectés. Au Brésil, la courbe de contamination du Covid progresse à un rythme très inquiétant et a atteint hier jeudi 135 106 cas avec 9 146 décès. Le pays risque un effondrement économique d'ici un mois à raison du confinement, a alerté le ministre de l'économie. Et depuis hier, l'Afrique a dépassé la barre des 2000 personnes décédées des suites du coronavirus. L'Algérie est le pays le plus meurtri avec 476 morts, l'Égypte qui déplore 469, le Maroc 183 et l'Afrique du Sud qui comptabilise 153 décès. Dans les bilans officiels, 8 pays d'Afrique ne recensent pour l'instant aucune mort liée au coronavirus. Il s'agit de la Centrafrique, du Rwanda, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de l'Érythrée, de la Namibie, du Mozambique et du Lesotho. Avant de terminer, sachez qu'une équipe de scientifiques sud-africains va apporter son aide à Madagascar dans les recherches sur les effets du Covid organique sur le coronavirus. L'artémisia, déjà présente en Afrique du Sud, est utilisée dans la médecine traditionnelle sous forme de tisane pour soulager les maux de tête et les douleurs menstruelles. RFM reportage. Avant le reportage, notez d'abord cette information que j'apprends en même temps que vous. L'imam du village de Falor et le Mieuxan, arrêtés donc pour avoir organisé le Nafila, ont été déférés devant le procureur de Mbour tout à l'heure. Ils sont accusés d'avoir bravé l'interdiction, l'état d'urgence et le couvre-feu. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Diallo. Tariq Ramadan, les durs labeurs en cette période de Ramadan, les maçons ne diront pas le contraire. Des ouvriers rencontrés dans un chantier à Yoff disent éprouver d'énormes difficultés. Le chef de chantier a réduit le personnel pour éviter le rassemblement. Le patron exige également le respect des mesures barrières dans le chantier. Un reportage signé Oumou Kalsoumli. Quelques marteaux pour parfaire une dalle, des coups de pelle pour un bon mélange de ciment, d'eau et du béton. L'ambiance se passe dans ce chantier situé à côté du rond-point de Yoff, sur la route de l'aéroport. En cette période de Ramadan, ces maçons sont obligés de revoir les horaires et de finir tôt leur journée. Ahmed vient du quartier de Yoff Layène. Vous savez, la maçonnerie, c'est un métier très dur. Avec le Ramadan, on vient à 8h pour quitter vers 16h. Mais bon, c'est la vie.
Rien n'est facile, il faut s'adapter au contexte du moment. Dans ce chantier, le chef d'équipe a pris les bonnes dispositions dans l'optique d'alléger la tâche à ses maçons en cette période de Ramadan. C'est le chef de chantier qui décide des horaires de travail. Nous, les employés, on ne fait que exécuter, tout simplement. Issa est le chef de chantier. Il est habillé en t-shirt rouge, sali par les traces de ciment. Cet ouvrier tient un seau rempli d'un mélange de béton. Il dit avoir pris toutes les dispositions pour faire face à la propagation rapide du Covid-19. Chacun est responsable de ses actes. D'habitude, on était 4 sur le chantier, mais avec le coronavirus, j'ai réduit le personnel à 3 ouvriers. On respecte aussi la distanciation sociale. En cette période, ces ouvriers ont trouvé des astuces pour réduire leur heure de travail et limiter le personnel dans l'optique d'éviter les rassemblements dans les chantiers. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. L'impact du coronavirus sur les couches vulnérables. Plus de 50 enfants infectés par le corona bûcheronnent sur sa tribune le journal Vox Populi qui se fait écho de l'aveu d'échec du ministère de la Petite Enfance à protéger les plus petits. Dans le lot des bébés, des talibés du Sénégal et de la sous-région, mais pour changer la donne, le gouvernement monte en puissance et met en place un programme de riposte, écrit le journal. Au chapitre des personnes vulnérables toujours, les plus âgées, le journal Le Quotidien s'intéresse particulièrement ce matin au décès à domicile de 2 personnes âgées à Thiès. Le confrère note que ça n'augure rien de bon. Thiès sur de mauvais rails, relève le journal. Après la mine-scène, l'imam de la mosquée de Buntu, Dépôt, qui a été déclaré positif post-mortem au Covid-19, Baye Serigne Thiam, est décédé le mardi 5 mai 2020 dans les mêmes conditions, quartier Cheikh Abdoulaye Yakhine, un deuxième décès communautaire qui inquiète. La population vit la peur au ventre. Les familles dénoncent le laxisme des autorités sanitaires de la ville. Révélation ce matin du journal Source sur l'agent de santé de Ndamatou. Premier cas de Covid-19 à Diourbel. Le journal rapporte qu'il a été en contact avec 6 personnes en allant au niveau d'une boutique. Ensuite, l'employé du bloc de l'hôpital Ndamatou a quitté Touba à bord de sa moto pour passer le week-end en famille à Diourbel. La quarantaine des familles, sa fille infectée, son époux, ses 2 enfants et 2 autres filles membres de sa famille en quarantaine. Mais ni sa mère ni son père n'ont été confinés, constate le journal. Justement, la quarantaine des familles, le journal Observateur en parle ce matin pour dire que c'est l'enfer total. La nouvelle vie a affecté des familles revenues d'une quarantaine. Le journal note qu'elles sont blessées dans leur chair malgré la fin de l'isolement. Et pourtant, dans ce Covid, tout n'est pas morose. Libération note ce matin que ça progresse. Le protocole Raoul hydroxychloroquine associé à l'azithromycine marche à tous les coups au Sénégal. 190 malades guéris en 4 jours. 69 personnes ont retrouvé hier leur famille à Dakar, Tamba, Kolda et Ziguinchor. La barre des 500 guéris franchie. Loin des feux de la rampe médiatique, le confinement d'Abdoulaye Wade raconté par le journal Le Témoin qui affirme que l'Aï Wade vit à Fan, cloîtré chez lui dans sa villa. Le patriarche consacre une bonne partie de son temps à prier, mais surtout à lire et à écrire. La rentrée scolaire, nous y sommes. L'Observateur révèle les dates proposées pour l'organisation des examens. Le projet tourne autour de l'organisation du CFE et de l'entrée en 6e entre les 26 et 27 juillet 2020. Le bac le 3 août et le BFM le 17 du même mois. Ces propositions devraient tout de même être validées à la suite d'une plus large concertation. Mais déjà, sur la reprise des cours le 2 juin prochain, il y a toujours des grincements de dents, des réserves, constate le journal LAS, et réserve des enseignants. Cela risque d'être compliqué de vivre avec la pandémie à l'école, affirme Saourou Sène du SAEMS. Abdoulaye Noy du QSEMS croit que sauver des vies prime sur sauver une année scolaire. À la une du journal Enquête, la campagne agricole et le Covid-19, paysans angoissés, titre le journal Enquête. Le confrère note que les greniers sont vides, les récoltes en souffrance, mobilité réduite, le monde paysan a peur pour la campagne agricole. Le louvoiement des banques dans l'octroi des crédits pour acheter les intrants désoriente les paysans. Le président Sall annonce son programme agricole 2020-2021 doté de 60 milliards de francs CFA. Dans le journal Les Échos, l'examen aujourd'hui en commission des projets de loi 15-2020 et 16-2020, ce que Macky a décidé pour les locataires et les justiciables. Le journal Les Échos note que les délais échus sont
prorogé les mesures et procédures d'expulsion suspendues jusqu'à la fin de l'état d'urgence, les contraintes par corps suspendues, les délais de recours prorogés jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Là aussi, à la une du journal Les Échos, toujours, Abdoulaye Mokhtar Diop sur l'après-Covid. Il faudra, dit-il, diminuer la taille du gouvernement et l'élargir à l'opposition. Fin de citation. Sport pour boucler, à la une du journaliste de Quotidien, les Lions et la Tanière, 32 sélections, 3 buts, une passe décisive. Papaliou Ndiaye prend sa vitesse de croisière, constate le confrère. À la une du journal Record, Sadio Mané de Southampton à Liverpool, comment il a séduit club. Le journal note que c'est au soir que tout a basculé. Le 20 mars 2016, Sadio, qui était sous les couleurs de Southampton, sortait de banc pour administrer une mémorable claque à Liverpool, 3-2 avec un doublé du Lyon. Tout a commencé ce jour. Dans Surulam, Guigui, qui égratignisse le Bundao et avertit Regreg, il dit « Ma plus grande joie, c'était quand je me liais à Mabaldé en 2012. Tout boy qui pense que je suis une proie facile le verra affronter Mosen pour montrer qui je suis. » Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h33, point de vue sur le plan de sauvetage de l'année scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale tient sa feuille de route. Des dates ont été proposées pour la tenue des examens. Le CFE et l'entrée en 6e, c'est les 26 et 27 juillet plutôt. Le bac à partir du 3 août, le BFM le 17 août. Alors, nous sommes en ligne avec Mohamedou Moustapha Diagne. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Vous êtes le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Le deuxième intervenant, Saourou Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Alors, la première question à vous, Mohamed Moustapha Diagne. D'abord, sur quoi vous vous êtes basé pour faire ces propositions, proposer ces dates? Oui, merci, Barthélémy. Bonjour à tous les auditeurs de RFM. Bonjour au secrétaire général Saourou. Vous savez, lorsque vous devez réaménager un calendrier scolaire, vous le faites sur la base de remontée de données par le terrain, c'est-à-dire les inspecteurs, donc les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation remontent les données, et dans chaque académie, nous avons exactement le nombre d'heures perdues par rapport au quantum horaire officiel. C'est sur cette base-là que vous réaménagez le calendrier scolaire et que vous proposez au chef de l'État, donc au niveau de décret, de découpage de l'année scolaire. En tout état de cause, je pense qu'il nous faut maintenant envisager ce retour dans les établissements scolaires, parce que personne ne peut nous dire quand est-ce que cette pandémie-là va prendre fin. Personne. Ni une autorité sanitaire, ni une autorité politique au niveau national comme mondial. Personne donc n'a la main sur la maladie qui fait son petit bonhomme de chemin au Sénégal. Donc, c'est un voisin, malheureusement, un voisin très inquiétant, mais il va nous falloir... Vous pensez qu'il faut faire avec ce voisin-là? Mais tout à fait. Nous ne pouvons pas continuer à fermer nos écoles, parce que nous pouvons fermer les mosquées, il n'y aura pas... ou les églises, mais si vous fermez, il n'y aura pas de conséquences. Mais si vous fermez les écoles quotidiennes-là, nous irons directement après l'année blanche ou l'année invalide. En tout cas, le quantum horaire est déjà affecté. Vous croyez que les examens scolaires peuvent se tenir à ces dates? Mais tout à fait. Si nous démarrons le 2 juin, nous vous disons que aujourd'hui, les grèves scolaires, cycles que nous avons connus avaient beaucoup plus entamé l'année scolaire que la maladie. C'est clair, hein? Nous avons connu des grèves de 4 mois. Nous n'avons pas fermé les écoles 4 mois. Encore que cette année même, on a connu juste 10 jours de grève. En tout cas, ne vous en faites pas. Nous avons bien calculé donc les heures perdues, et c'est des situations que nous avons l'habitude de gérer. Encore que l'école ferme ses portes le 31 juillet. Cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au 31 août pour permettre, surtout aux classes d'examen, de pouvoir terminer
leur programme, et aux classes intermédiaires, donc d'avancer encore sur le... D'accord, on reviendra un peu sur l'organisation de ces examens jusqu'au mois d'août, parce qu'on sait que le mois d'août, souvent, c'est en plein hivernage. Je reviens avec vous sur la question tout à l'heure, M. Diagne. Alors, Saourou Sène, l'entrée en 6e, les 26 et 27 juillet, le baccalauréat à partir du 3 août, le BFM le 17 août. Alors, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Écoutez, je crois que c'est des informations comme nous recevons en même temps que l'opinion publique nationale. Je dois préciser que nous avions participé à une réunion par vidéoconférence avec le ministère de l'Éducation où M. le ministre nous a notifié la décision du président de la République de faire reprendre les cours à partir du 2 juin. Par principe, nous n'avons aucun problème parce que nous sommes des agents de l'État. Cependant, tout le monde sait aujourd'hui que cette pandémie est tout à fait compliquée pour tout le monde et pour tous les secteurs. En ce qui concerne les enseignants, nous pensons très clairement que d'ici le 2, je crois que c'est un avis médical qui devait pouvoir décider de la possibilité d'ouvrir les écoles ou de reprendre une autre date. Parce que la première date qui avait été retenue, je le rappelle, c'était le 4 mai. Et lorsque nous sommes arrivés au 4 mai, nous nous sommes rendus compte quand même la multiplication des cas positifs et des cas communautaires n'a pas permis l'ouverture des écoles. D'ici le 2 juin, personne ne sait ce qui peut se passer. Mais si nous arrivons le 2 juin dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre, nous avons de fortes préoccupations, nous avons de vives inquiétudes par rapport à un démarrage des cours. Parce que quand même, personne ne devrait accepter que l'école soit le lieu de la propagation de la maladie. D'accord. C'est ça notre problème. Ok, mais par rapport aux dates qui ont été retenues pour la tenue des examens scolaires? Écoutez, moi je dis qu'avant qu'on ne parle des examens, il faut qu'on ait d'abord la reprise des cours. Parce que les examens sont des évaluations certificatives. Il faut qu'on donne un contenu avant d'arriver à des évaluations. Il faut qu'on ait un démarrage pour rattraper un maximum de possibilités, de temps de cours. Et ce n'est qu'à l'issue de ces cours qu'on pourra voir maintenant dans quel contexte on pourrait tenir ces examens-là. Donc vous pensez que les autorités ont mis la charrue avant les bœufs? En tout cas, notre préoccupation, c'est de rappeler d'abord, par principe, nous sommes des acteurs de l'éducation. Personne ne doit mieux aimer nous que l'école. C'est notre gagne-pain. Et ensuite, l'école est importante pour la nation sénégalaise. Nous ne sommes pas en marge de la solidarité nationale qui s'exprime en ce moment. Mais quand même, allons tout doucement. Prenons le temps de bien réfléchir par rapport aux actes que nous posons. Ce n'est qu'à l'issue de cela que nous pourrions en tout cas les poser de la façon la plus correcte pour récolter ce qui mérite en tout cas d'être récolté. C'est pourquoi encore c'est juste l'expression d'une prudence que je voudrais formuler. Et dire aussi, quel que soit le moment, si les enseignements devraient reprendre pour aboutir à des examens, il faut que l'État comprenne qu'il y a un ensemble de dispositions à prendre pour éviter que l'école soit un lieu de propagation de cette maladie-là. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Saourou Sène. Alors, M. Diagne, vous l'avez entendu, dès l'entame de son propos, il a dit qu'en tant qu'enseignant, il découvre les dates en même temps que tout le monde. Est-ce que cela veut dire quelque part qu'ils n'ont pas été associés dans ces propositions-là? Non, le ministre Moutala a fait une réunion par visioconférence avec tous les IA, avec le G7, donc le G7 dont le SAEMS est membre, avec la société civile. Le plan de reprise a été présenté à tous les acteurs du système éducatif. Maintenant, évidemment, il faudrait éviter aussi à se faire peur. C'est parce que le président de la République a requis l'avis des experts en la matière et que cette date-là avait été retenue le 6 avril, ensuite le 4 mai, aujourd'hui le 2 juin. C'est parce que, justement, il y a derrière l'avis des autorités sanitaires. Moussa Diouf-Sarr est le premier expert parce que lorsque le chef de l'État a décidé de rouvrir les écoles de juin, Moussa Diouf-Sarr était au Conseil des ministres. Nous avons un gouvernement
suffisamment responsables pour comprendre. Donc pour vous, la date du 2 juin n'est pas sortie ex nihilo comme ça. Ah, vraiment, mais vraiment. Le ministère de l'Éducation nationale est représenté dans le comité chargé de la lutte contre le Covid-19. Nous recueillons les avis. Nous avons un gouvernement et un ministère de l'Éducation nationale très responsables. Donc nous inquiétons, nous sommes donc au courant de l'information sanitaire au quotidien. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a aucun souci. Si nous arrivons au 2 juin et que la situation ressemblerait à celle de la France, le président de la République prendrait ses responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 255 000 morts dans le monde. Le Sénégal, si c'est 250 000 morts-là, le Sénégal n'en a que 13. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 cas. Il faut remercier vraiment, louer le bon Dieu qu'on n'ait pas vécu la situation de la France ou des États-Unis où il y a 70 000 morts. Il ne faudrait pas aussi qu'on pense qu'on est aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. On est à 1000 cas. Déjà, la plupart des cas sont guéris. Cette maladie-là, on sait très bien que c'est une maladie qui ne va pas nous quitter de sitôt, c'est ça? Non, c'est ça que je dis. Alors, cette maladie-là peut se terminer demain, mais aussi peut se terminer dans 10 ans. Comment on fait pour vivre avec le paludisme? Mais on a pris les précautions. Comment on va faire pour vivre avec le Covid? Si le Covid-19 doit rester pendant 10 ans, il faudra bien un jour qu'on apprenne à vivre avec cette maladie-là. C'est ça que nous disons. Maintenant, les dates de l'examen sont à l'état de proposition. Qui seront, il y aura une discussion inclusive. Non, il y a déjà cette discussion-là, elle a déjà inclusive. Je vous dis, tous les acteurs ont été donc impliqués par les districts de l'éducation nationale. D'accord. L'autre problème, M. Diagne, est que souvent, vous avez prévu d'organiser le BFM le 17 août sur la base de vos propositions. On sait que le 17 août, c'est en plein hivernage et parfois les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux élèves, justement, aux élèves candidats, de subir les épreuves en toute quiétude. Écoutez, ça également, il faut mettre un peu le bémol, puisque l'année dernière, le 17 août, il n'y a pas eu de pluie. Donc l'hivernage a commencé presque en fin août. Encore que l'hivernage ne peut pas nous empêcher d'organiser des examens. C'est ça la vérité. Nous avons appris, parce que même pour la Casamance et le sud du pays, le sud-est du pays, en principe, dès le mois de fin mai, début juin, l'hivernage commence. D'accord. Et pourtant, ils organisent les examens. Ça, nous savons vraiment, le ministère de l'Éducation nationale, à travers donc, les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation, fait organiser donc, des examens et correctement. Ça, vraiment, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous pouvions, le ministre de l'Éducation nationale pouvait se dire, écoutez, il y a la maladie, je croise les bras, je ne fais rien. Mais l'État, ce n'est pas ça l'État. Il n'y a pas de risque zéro. Nous allons évaluer au 2 juin la situation au niveau des écoles. Nous allons tester, nous allons corriger s'il y a lieu. Maintenant, il faut comprendre que c'est le président de la République qui prend des décisions. Si entre le 2 et le 14 juin, la situation était explosive, évidemment, nous avons même prévu au niveau du ministère un plan pessimiste. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait même décaler jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre. Merci beaucoup, Mohamed Moustapha Diagne. Rendez-vous tout à l'heure dans le Wolof. Saourou Sène, je termine avec vous. Vous êtes rassuré sur la base de ce que M. Diagne a dit? Écoutez, je voudrais rappeler d'abord, et je l'ai dit au début de mon propos, que nous avons bien sûr participé à la réunion au cours de laquelle M. le ministre de l'Éducation nous a informé de la date de reprise à partir du 2. Et nous lui avons rappelé la nécessité de prendre toutes les dispositions pour qu'à l'occasion, en tout cas en ce moment, que les enseignements-apprentissages puissent démarrer au cas où, encore une fois de plus, les médecins le disent clairement qu'il y a possibilité de reprendre à partir du 2. Maintenant, comme il l'a dit, mais d'ici le 2, et ensuite quand même nous sommes des croyants, d'ici le 2, nous prions Dieu le Tout-Puissant pour que cette pandémie-là s'estompe dans notre pays. Et à partir de ce moment, nous allons faire ce que nous savons faire et que nous aimons faire, c'est-à-dire enseigner et nous projeter vers des examens. D'ici le 2, je le répète, personne ne sait ce qui peut se passer. Et ensuite aussi, au nom de mon organisation, j'ai exprimé notre solidarité avec l'État du Sénégal dans ces moments cruciaux. Et dans des moments particuliers, il est important que chacun puisse, en tout cas, fouetter son orgueil patriotique.
le problème ne se pose pas à ce niveau-là pour nous, en tout cas. Par contre, qu'on nous dise que c'est une maladie, mais il va falloir cohabiter avec, qu'on envoie comme ça des enfants à l'école, des enseignants, et ensuite ça demandera un nouveau mouvement d'enseignants, parce que lorsqu'on a fermé les écoles, tous les enseignants sont rentrés chez eux, il va falloir prendre toutes les dispositions, en tout cas, pour aider à ce que les gens travaillent dans la quiétude. C'est ça notre préoccupation. D'accord, donc vous, oui, pour la reprise des cours le 2 juin prochain, mais que ce soit sur la base de l'avis d'un expert et que également que les mesures suivent pour vous permettre de dispenser des cours. Mais tout à fait, parce qu'il ne s'agira pas de vouloir reprendre et ensuite reprendre. Il s'agira d'étudier les conditions de la reprise. Et ceux qui sont habilités à le faire, ce n'est ni moi ni Mohamed Diagne, encore moins nos organisations. C'est le chef de l'État entouré de ses experts qui lui diront qu'est-ce qui est faisable. Et là aussi, peut-être vous me permettrez de le dire, j'ai lu quelque part une réaction du professeur Seydi qui s'inquiétait un peu de cette date-là. Mais encore une fois de plus, en tout cas, nous restons à l'écoute de notre gouvernement. Nous restons positifs, encore une fois de plus. Mais le moment venu, il faut qu'on apprécie correctement la situation médicale du pays et à partir de laquelle appréciation, mais nous verrons s'il y a possibilité de faire ceci ou cela. D'accord. Merci beaucoup. Merci Saourou Sène. Merci également à Mohamed Moustapha Diagne. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h pour le Wolof. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Saourou Sène, le secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était Point de vue. C'est également la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Lune Diop. Merci. Prenez soin de vous. Respectez les mesures barrières. Tout de suite, Allô Présidence, je rappelle qu'à 13h, Malal Diagne Junior sera là pour le journal en Wolof.